Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Mars 2020. La France et le monde entier connaissent une crise sanitaire sans précédent. La Covid-19 pousse bon nombre de gouvernements à stopper net tout contact social et instaure un confinement. On ne fera pas de grands événements qui rassemblent, on l'a déjà dit, le Premier ministre l'a dit, plus de 5000 personnes. Partout dans le monde, les annulations de festivals s'enchaînent. Une grande partie des festivals de l'été annoncent alors leur annulation ou leur report. Le tableau est difficile à imaginer. Cette année, l'été ne sera pas rythmé par les festivals artistiques. Les conséquences sont lourdes. Elles sont économiques et salariales. Depuis des années, des études sont menées afin de chiffrer les retombées économiques que représente un festival, ainsi que les emplois qu'il crée. Mais ce ne sont pas les seuls. Plus compliqué à quantifier et à présenter, les conséquences sociales, culturelles, symboliques et émotionnelles des annulations sont aussi importantes. Nous sommes partis à la rencontre de 4 festivals, tous implantés dans des milieux ruraux et qui ont un réel lien avec leur territoire. Notre volonté est de mettre en lumière les multiples sentiments de frustration, de déception et d'incompréhension engendrés par leur annulation, mais aussi les remises en question, les réflexions et les espoirs possibles. Voici donc la parole d'organisateurs et organisatrices de festivals, de bénévoles, ainsi que d'habitants et habitantes privés d'une manifestation culturelle cette année. Notre aventure commence donc en Bourgogne, avec le festival Détour en Tournujois, festival d'art de rue et de musique. Son itinérance sur plusieurs communes en a fait un rendez-vous annuel du mois d'août pour les publics de la région. Le festival Détour en Tournujois, il a 12 ans. La particularité du festival, c'est qu'il est itinérant sur des communes de la communauté de communes du Mâconnais-Tournujois. Sur les 4 jours de festival, on compte 8000 spectateurs à peu près, dont 5000 différents. Environ 70 artistes, 70-80. En fait, ce festival, il a été créé il y a 12 ans par une équipe qui n'est plus du tout dans l'équipe d'organisation du festival maintenant. Le lieu ici hébergeait une compagnie qui s'appelle l'Impérial de Kikiristan, qui était une compagnie en résidence dans ces locaux, qui était en train de se professionnaliser. Je crois que vivant ici et ayant un ancrage local très fort, ils se sont dit qu'il y avait un manque dans leur territoire proche. Et ils ont voulu créer à la fois cette salle de concert, de spectacle, qui était déjà un tout petit peu active, et le festival. Ici, je suis la seule salariée symbolique, quoi. C'est vraiment pour montrer qu'il y aurait besoin d'un emploi, mais je suis salariée 4 heures par semaine. Donc voilà, ça marche surtout avec des volontés bénévoles, toute l'organisation, l'équipe, la logistique, etc. Après, évidemment, sur le festival, il y a des salariés. C'est les programmateurs, ils sont 2. L'équipe technique, ils sont 7. Et puis tous les artistes. Partons à présent dans le Forêt, à la rencontre du Forestival. Ce festival de musique actuelle est devenu en 15 ans un incontournable en Auvergne-Rhône-Alpes et en France. On aime à dire que le festival en 2020 est le même que celui qu'on a créé en 2005. C'était vraiment un projet de jeunes sur un territoire qui se sont dit on adore aller en festival, pourquoi il n'y en aurait pas un chez nous? Donc en partant de là, ils se sont dit on va monter un festival, et ils l'ont fait. Avec l'appui de collectivités, l'appui d'une association d'éducation populaire. Le festival s'est créé avec toujours une idée d'éclectisme, d'accessibilité, de partage et de découverte. C'est pas que des 20 mots. D'ailleurs, il suffit de regarder la programmation du Forestival pour comprendre que l'éclectisme, c'est vraiment la base du Forestival. Tous les styles, tête d'affiche, découverte. C'est vraiment un mélange de plein de choses pour créer un week-end autour de la fête chez nous, dans notre forêt à nous.
a créé une troisième scène en 2014, une deuxième scène en 2014. La troisième scène sous chapiteau date seulement de 2018. Ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir 30 artistes. Et ça, c'était important pour nous, contrairement à d'autres festivals qui ont préféré resserrer leur programmation sur une scène avec des gros noms. Nous, on a préféré diversifier justement le nombre d'offres musicales et artistiques pour vraiment encore accentuer cet éclectisme et cette diversité. Ce qui fait qu'avec les 3 scènes, 35 artistes en gros sur 3 jours, ça nous permet vraiment de mettre tout un éventail de propositions artistiques, de faire découvrir des artistes qui nous tiennent à cœur et également une place pour les têtes d'affiche parce que c'est important. Nous, on aime à dire que certaines personnes du public viennent pour voir l'artiste qu'ils ont envie de voir, mais que finalement, la claque, ils vont la prendre devant un artiste ou un style qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils ignoraient totalement l'existence et ça va devenir leur coup de cœur et c'est comme ça qu'ils vont le faire découvrir. Et c'est vraiment ce qu'on aime faire et ce qu'on souhaite faire au Forestival. Alors aujourd'hui, le Forestival est porté par la SOS-ZL, qui a commencé la professionnalisation en 2016. Il faut savoir que depuis 2005, c'était porté entièrement bénévolement. On a professionnalisé le projet à partir de 2016 parce qu'on passait un cap et c'était important pour pouvoir pérenniser ce projet-là. Aujourd'hui, c'est 7 salariés, mais toujours 50 organisateurs à l'année qui portent le projet Forestival, qui donnent de leur temps, leur motivation. Aujourd'hui, on a un des plus gros festivals de Rhône-Alpes, on est dans les 30 plus gros festivals de musique actuelle en France. On a réussi à créer quelque chose d'assez énorme et pourtant, on continue de faire le Forestival comme à la première année, quoi. Maintenant, en termes ça fait 2 ans de suite qu'on est 30-35 000 personnes. Donc 2020 aurait dû être notre 3e année à peu près dans ces eaux-là. Donc on espère l'année prochaine. Au sud de Grenoble, dans le Trièves, le festival pluridisciplinaire Mince alors aura lieu malgré tout cette année, mais sous une forme réduite et repensée. Il est rebaptisé Alors Mince pour l'occasion. Le but de cette association, c'est d'amener une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un territoire rural. À l'époque, il y avait beaucoup de théâtre, de danse et de musique. Et beaucoup de rencontres, beaucoup d'impromptus. C'est beaucoup de spectacles, on va dire, dans la journée, dans des jardins particuliers. Dans Mince, on découvre chaque année de nouveaux jardins, on fait découvrir aux gens. Ça peut être aussi après dans le temple, dans l'église, dans la rue. Et puis, on a une salle qu'on appelle polyvalente, qui est transformée en salle de spectacle pour des concerts un peu plus importants le soir. C'est un festival créé en 2003 par des jeunes Rouennais qui venaient sur le territoire, là, qui ont de la famille ici, et qui étaient en conservatoire de musique à Rouen, et qui, en répétant ici, en travaillant, se sont dit on va montrer notre travail pendant l'été à nos amis minçois. Ils se sont dit, on faisait un petit festival. Ils ont fait une première édition, et c'est comme ça que le festival est né. Et de l'extérieur, ça a été vu comme invasif. Un des cœurs du problème, c'était à la fois, tu crées un festival dans un espace, dans un territoire qui n'est pas le tien, et tu le fais vivre, parce que faire un festival une semaine comme ça, c'est faire vivre les commerçants pendant une semaine, ça amène beaucoup de monde, c'est pas négligeable, et c'est chouette, quoi. Il y en a qui disaient que c'était un festival importé, qu'on utilisait le lieu pour faire un festival rouennais. Ce qui n'était pas tout à fait faux non plus, parce que tous les bénévoles étaient des Rouennais, tous les musiciens étaient des Rouennais. Mais petit à petit, ça a évolué et dans le bon sens. Il a créé une co-direction à l'époque avec quelqu'un d'ici et son frère qui était à Rouen. Et là a commencé à se créer un rapport plus équilibré. Et voilà, et là le rapport est complètement équilibré, quoi. Et souvent il m'a dit j'ai gagné mon pari parce que j'ai réussi à faire en sorte que les villageois s'investissent dans ce festival. Les salariés, aucun salarié, tout est organisé par des bénévoles. Les seules personnes qui sont payées, ce sont les musiciens et les techniciens durant le festival. L'organisation par elle-même, nous ne sommes que des bénévoles. On va dire qu'on a à peu près entre 60 et 80 artistes qui viennent. Et on accueille, on a à peu près
4 à 5 000 spectateurs. Enfin, direction l'Ardèche, pour le festival de cirque d'Alba-la-Romaine. Ce festival, porté par le pôle national cirque La Cascade, a gagné sa notoriété grâce à une programmation de qualité et un cadre exceptionnel. Je suis la secrétaire générale de La Cascade, le pôle national cirque, implanté à Bourg-Saint-André-Hall, dans le département de l'Ardèche. Un lieu labellisé par le ministère depuis 2011, une compagnie de cirque qui est à l'origine de ce projet, qui s'appelle Les Nouveau-Nés, et une autre compagnie qui s'est associée après, l'École Porteur. Voilà, donc de cette compagnie-là est né le projet d'avoir cette grande maison des arts du clown et du cirque pour pouvoir accueillir tous les artistes qui créent. Et avec sur ce territoire la particularité que nous avons très peu de salles de spectacle. Et du coup, on a développé plutôt de la diffusion, de la programmation de cirque dans l'espace public, dans des lieux non dédiés. Et donc est né ce festival d'Alba il y a 12 ans. On a fait la première du festival en 2009. Le lieu ici, La Cascade, a ouvert en 2008. Et nous, en fait, on a créé un festival avec Alain Reynaud, qui est le directeur artiste de cette maison. Et donc, qui est un clown. Donc, c'est quand même une chance de travailler avec un clown. On a 6 espaces. On a le théâtre antique, on a un espace chapiteau. On a monté une scène sous un très très beau rocher volcanique. Donc on a créé une scène qui peut jouer en journée, en soirée. Dans le village, on est dans des espaces, dans les cours d'école, on est sur la place publique. On a créé un peu tous ces espaces dans le village d'Alba-la-Romaine et en se disant il y aura un cœur de festival. Et ce cœur de festival, c'est l'endroit où tout le monde se rencontrera, qui pour nous est le lieu le plus important. Et c'est à cet endroit-là qu'on mettra un bar, qui est une scène pour nous aussi importante qu'une scène de spectacle. Et autour, on mettra des guinguettes, on travaillera avec les gens du territoire, on verra du spectacle, mais on mangera bien, on boira bien, on sera bien et on pourra avoir des lieux beaucoup plus festifs et d'échanges et de rencontres. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils ont le courage aussi de faire des spectacles gratuits. Donc c'est aussi la région, le territoire qui permet ça, parce que, bon, effectivement, il y a des subventions. La Cascade, ils sont aidés, mais c'est bien naturel et ils nous le rendent bien, puisqu'il y a des spectacles qui sont offerts. On a la moitié de spectacles qui sont gratuits, qui sont proposés gratuitement. Et la moitié de spectacles qui est, un peu moins de la moitié, qui est payant. On a en moyenne plus de 100 artistes à chaque fois, donc chaque année, qui viennent au Festival d'Alba. Et après, quand on est sur le terrain, donc on embauche à peu près 50 salariés en plus en intermittence, au niveau régisseur, renfort sur tous les postes, voilà, sur la production, la logistique. Sur le Festival d'Alba, en moyenne, on a 30 000 spectateurs. Je dis spectateurs, je ne dis pas personne, parce que nous, on comptabilise, on peut avoir une même personne qui a vu 2 ou 3 spectacles. Pour qu'un festival puisse exister, des mois de travail sont nécessaires en amont. De nombreux corps de métiers et compétences sont sollicités durant cette préparation. Annuler un festival, ce n'est donc pas seulement la disparition d'un week-end de performances artistiques et de festivités, mais aussi la sensation d'avoir perdu une année de travail. C'est clairement un an pour préparer le festival, et quand bien même il y a certaines tâches qui sont là pour plusieurs années, et des fois, à cette époque-là, on devrait être en train de faire le montage, donc ce ne sera pas pour cette année, mais on attaquerait déjà à bosser sur 2021, clairement. La grosse étape, qui est peut-être bien la première, c'est la programmation, donc qui est faite par 2 de nos programmateurs qui sont embauchés aujourd'hui au Forestival, parce que c'est vrai que c'est la vitrine du festival, sa programmation. Alors il ne suffit pas de mettre des artistes sur une scène pour faire un événement qui soit chouette, mais ça reste la base. Un festival de musique, il faut une programmation qui tienne la route. Et ça, c'est de plus en plus tôt, c'est 1 an à l'avance, clairement. Ça se prépare même des fois plus avant. C'est-à-dire que les premiers contacts, là, je ne veux pas dire que la programmation 2021 est faite, mais elle est déjà bien avancée.
Et là, on est en contact pour 2022, quoi. Nos directeurs artistiques prennent des contacts pour 2022. C'est construire une programmation, c'est long. Parce qu'en plus de construire on est programmateur, mais on est aussi chargé de production avec Thibaut. C'est-à-dire que c'est nous qui dealons les cachets, travaillons sur les voyages, travaillons sur les contrats, etc. Et donc c'est vraiment un travail toute l'année. La com, moi je fais la presse en plus et tout. Après, il y a toutes les démarches administratives qui sont très longues, très, très compliquées, et de plus en plus. Il ne faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, faire un festival, c'est aussi de la lourdeur administrative et budgétaire. C'est 2015, avec les attentats, on s'est conditionné à un travail de règles, de normes, etc., qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Toute la communication, c'est pareil, aujourd'hui c'est de plus en plus tôt. Les festivals, c'est quelque chose qui est assez en vogue actuellement en France, il y en a beaucoup. C'est un peu une guerre, il faut être présent au bon moment. Pendant très longtemps, on était très en retard, nous on lançait notre billetterie 1 ou 2 mois avant, la communication à l'affiche c'était 3-4 mois. On a rattrapé ce retard pour coller et maintenant l'affiche elle sort 6-8 mois avant, donc c'est un gros travail en long cours. Et évidemment toute la prod, la logistique, il faut qu'elle ait, parce que on ne construit pas un village où on peut accueillir 35 000 personnes en un week-end, en 15 jours, clairement pas. Donc beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de préparation. Il faut savoir que sur Alba, il n'y a rien, on amène tout. Donc c'est une logistique de folie, il arrive 2 semi-remorques. Et pour donner un exemple, on a 8 km de câbles électriques. Voilà, pour aller de lieu en lieu, tous les lieux sont équipés, tous les lieux sont scénographiés. Et il y a du travail toute l'année pour préparer le festival, parce que quand on finit un festival, on commence déjà la préparation d'un suivant, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas, on n'est pas là qu'au du 1er au 15 août, quoi. C'est toute l'année, quoi. La récompense, c'est le festival, c'est voir ce qui se passe pendant cette semaine-là. Ces festivals fonctionnent aussi et surtout grâce à des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur motivation pour que ces événements puissent se dérouler au mieux. Que ces bénévoles soient de la région ou qu'ils traversent la France, qu'ils soient étudiants ou retraités, ils sont nombreux chaque année à prêter main forte et à vouloir faire partie de l'aventure. Là, j'ai l'impression que maintenant, le festival, il roule tout seul parce qu'il y a vraiment un tas de gens qui tiennent beaucoup à cet événement, qui prennent des fois des semaines de vacances pour venir travailler sur l'événement. Enfin voilà, donc cet événement, il roule. On a une centaine de bénévoles à peu près. C'est beaucoup de gens de la région. On a aussi des gens qui sont là de passage qu'une année parce qu'ils ont entendu parler par telle personne et ils viennent filer un coup de main. Ils sont ramenés par telle ou telle personne. Et après, on a des fidèles, on a des gens qui sont là chaque année. C'est leur rendez-vous, le bénévolat, depuis plusieurs années sur des tours. Et il y a aussi, en général, une centaine de bénévoles des associations accueillantes. C'est-à-dire que ça mobilise beaucoup de gens, quoi. Entre les gens qui hébergent, les gens qui font à manger, les gens qui font le montage, les gens qui montent des toilettes sèches, qui font de la signalétique, qui font du gardiennage de sites, qui font des parkings, enfin voilà, qui s'amusent aussi, mais il y a quand même beaucoup de boulot, quoi. Sur le week-end en tant que tel, c'est plus de 600 bénévoles qui sont là pour prêter main forte, et ce n'est pas que de la main-d'œuvre. C'est clairement ces personnes-là qui portent aussi le projet, qui font qu'il y ait un vrai sens au Forestival, c'est que c'est vraiment l'humain qui le porte. Sur l'année, on est entre 10 et 15, en comptant les directeurs artistiques, les responsables techniques, à organiser la mise en place, à la programmation du festival qui va avoir lieu l'été suivant. Et après, au moment du festival, nous rejoignent une trentaine de bénévoles supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a à peu près une quarantaine, 40, 50, suivant la taille du spectacle, mais que des bénévoles. Après, il y a énormément de bénévoles locaux, quoi, donc c'est quand même bien intégré dans l'univers ardéchois, quoi. On a 160 bénévoles sur l'année, avec toujours une majorité des gens du village, du territoire, et qui sont les piliers de ce festival. Sans toutes ces personnes, on ne ferait rien. Il y a il y a quand même quelques retraités, mais non, il y a plein de jeunes.
jeunes adultes, et puis des gens entre 40, 50, 60, 70 ans. Non, ça brasse un peu toutes les générations. Je pense que c'est pas tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais ceux qui viennent sont en général hyper contents de participer à cet événement, d'être un peu derrière, un peu dans le décor, quoi, et quand le public arrive et est hyper impressionné. Je pense que quand tu fais partie de l'équipe, même si tu as aidé 2-3 heures, je pense qu'il y a un truc très plaisant à savoir que tu as participé à tout ça. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne vit pas forcément ailleurs qui font plaisir aux bénévoles. Les 600 bénévoles, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui vont parler du Forêt aussi, qui vont rencontrer des vrais forésiens. Enfin, bénévoles au Forêt Estival, c'est de 18 à 80 ans. Et moi, j'adore voir quelqu'un de 70 ans, pur produit forésien de souche, à bosser à côté d'un petit couple qui vit en camion, qui fait la tournée des festivals en été pour être bénévole. Et ça, c'est de la richesse qu'on amène sur le territoire et dont on est hyper fiers. L'existence d'un festival dépend donc non seulement d'une équipe entière qui travaille de nombreux mois en amont de l'événement, mais aussi de centaines de bénévoles. Pour comprendre l'ampleur de l'annulation d'un tel événement, notamment en milieu rural, il est important de s'intéresser aux liens qu'entretiennent les festivals avec les territoires et leurs habitants. Observer ces liens peut permettre d'imaginer le nombre de partenaires, d'associations, d'entreprises, mais aussi d'habitants impliqués. Alors pour nous, c'est très important de travailler avec les associations locales parce que d'abord, on arrive dans les villages, donc c'est chez eux, c'est pas chez nous. Voilà, donc le festival, c'est vraiment aussi une volonté de rassembler les gens. Et du coup, faire ensemble, ça nous paraît essentiel à la fois pour faire connaissance, puis aussi parce qu'on a besoin des gens avec nous. Voilà. C'est-à-dire que le festival propose les infrastructures, le spectacle, enfin tout ce qui est nécessaire au spectacle. Et les associations des villages accueillent les gens. C'est-à-dire on arrive chez eux, c'est eux qui proposent la restauration, la buvette, enfin voilà. Et après on partage les bénéfices entre le festival et les assos en espérant que quand on s'en va, les associations continuent à animer leur village. Ça, c'est quand même des valeurs qu'on porte de solidarité et de partage. On nous a proposé de prendre en charge la partie restauration du festival avec d'autres associations. Il y avait aussi Cinéma Scott et Rue des Granges. Et le principe, c'était qu'on prenne totalement en charge et la logistique et la restauration sur place avec des équipes de bénévoles. Et les bénéfices étaient redivisés ensuite entre les associations qui avaient participé. On n'avait pas fédéré autant de bénévoles et il n'y avait pas une équipe qui avait autant grossi parce qu'on était obligé d'amener forcément beaucoup plus de monde pour la restauration de détours. On a organisé un après-midi cirque avec une compagnie locale qui faisait et des ateliers et un spectacle pour les habitants du quartier et qui voulaient venir. C'était entièrement gratuit. Du coup, ça a été financé avec le bénéfice qu'on avait retiré des tours. Et je crois qu'il y a aussi des parties de ce bénéfice qui sont passées aussi dans l'organisation de la fête de la musique ou du 8 décembre, des concerts qu'on avait pour des événements comme ça. Pour le financement du festival, et je crois que c'est assez remarquable, il y a une quinzaine de milliers d'euros qui sont donnés par les commerçants de Tournu. Après, ça veut dire que qu'une majorité de gens qui travaillent ici soutiennent le festival. Je pense que ça répond à un vrai besoin de la population. On s'appelle Forestival. C'est pas juste une passion pour les jeux de mots pourris, même si on peut le voir comme ça. Pour nous, le territoire, c'est la base de tout.
C'est clairement, c'est pas un territoire qui est bien connu, c'est pas un territoire où il y a beaucoup de travail, c'est pas un territoire où il y a une grosse richesse économique ou touristique, mais c'est un territoire où tous les organisateurs ont décidé d'y vivre. Parce que c'est chez nous, et c'est là où on a souhaité justement créer quelque chose. Évidemment, la création d'un événement de cette ampleur, on est hyper heureux parce qu'aujourd'hui, on a un retentissement national. Donc, faire connaître le Forêt via le Forestival, c'est quelque chose pour nous, on a réussi quelque chose. Très clairement, on a réussi quelque chose. Quand je vois les milliers de festivaliers qui repartent avec une passion finie pour la tartifourme, avec des patates qui viennent du Forêt, de la charcuterie qui vient du Forêt et de la fourme de Montbrison, c'est une grande réussite parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu. Et on le fait dans la globalité du festival. C'est-à-dire que nos partenaires, nos prestataires, ils sont d'ici. Ils font travailler les gens d'ici. Et c'est quelque chose qui tient à cœur. Les habitants sont associés. On travaille aussi avec l'école de Trollin. Trollin, c'est un petit village de 600 habitants. Il faut savoir que les écoliers de Trollin et les parents d'élèves, ils vont vendre le petit déjeuner au Forestival. Grâce à ça, ils gagnent à peu près 8 000 € par an. C'est 8 000 € qui font que c'est des gamins qui n'auraient jamais eu la chance. Ils sont allés au Muséum à Marseille. Ils font des sorties d'activités culturelles grâce à ça, et là, on en est hyper heureux. Le Forestival, c'est vraiment un projet territoire et humain. Ça, c'est catégorique et c'est pas un slogan. Vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaye de faire vivre. Et ce qui me semble réussi est d'associer tout le monde. On a toujours veillé aussi à pas attention à ne pas... mon Dieu, les anti-acteurs culturels, les méchants acteurs économiques. Enfin, c'est vraiment tout un global. On bosse avec les boîtes du territoire, on bosse avec les politiques, on bosse avec les associations, on bosse avec les autorités, les habitants. C'est vraiment un week-end où on fait en sorte que tout le territoire du Forêt vive au rythme du Forestival. On a vraiment acquis cette place en bossant avec tout le monde, en étant ouvert à tout le monde. Non, on l'a construit pour qu'il soit chez nous. On l'a construit avec les gens. Nationalement, il y a plein d'études, il y a plein de super cabinets qui veulent nous apprendre à faire du développement durable, à travailler en circuit court. On a eu des propositions de Lyonnais, de Parisiens pour faire des audits chez nous, mais enfin, sincèrement, nous, on n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous voir pour commander le saucisson au charcutier du coin. Enfin, nous, quand on parle de développement durable, alors il y a plein de festivals qui savent très bien faire, le greenwashing, qui font ça, mais nous, c'est inné. Enfin, ces champs, c'est les nôtres. Certes, c'est des agriculteurs, ils nous font confiance, ils nous les mettent à disposition. Évidemment qu'on va les rendre propres. Et évidemment qu'on va aller bosser avec le fromager du coin, avec la boîte du coin, et qu'on va pas aller bosser tout ça pour gagner quelques euros. C'est comme ça qu'on gagne un ancrage et une assise territoriale. Et ça, nous, on l'a fait naturellement. On l'a fait naturellement parce qu'on organise le Forestival comme si on organisait une fête chez nous. Clairement. C'est une fête à la maison, et quand on fait une fête chez nous, on fait en sorte que nos invités soient bien, qu'ils manquent de rien, qu'ils soient contents. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille sur le Forestival avec les gens d'à côté. Et plus il y a de personnes qui peuvent participer à la fête, mieux c'est en fait. Le projet, il appartient à personne. Le projet, il appartient aux gens qui le vivent, le festival. Donc, les organisateurs, les prestataires, les salariés, les bénévoles, le public, bien évidemment, parce que c'est eux qui le font. Et nous, on est 95% autofinancés, ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire que notre festival, il appartient à notre public. Sans public, on n'est rien. Et sans nous, le public n'aurait pas cet événement-là. Donc, je pense qu'on en a tous conscience, et c'est ce qui permet de faire un événement qui a du sens, il me semble. On essaie de travailler le plus possible avec les commerçants locaux, déjà, pour ce qui est consommation, avec les artisans, avec les associations. On essaie de travailler en partenariat avec des associations, que ce soit des associations culturelles ou des associations agricoles. On travaille aussi comme à l'usine, par exemple, là, actuellement. C'est trois partenaires, je dirais, économiques ou sociaux avec lesquels on travaille. Maintenant, les commerçants sont donateurs pour le festival. Et bon, moi qui m'occupe du catering pour les artistes, je fais des notes un peu dans tous les magasins pour Mince alors. Et ils l'acceptent et ils sont très contents. Et ils viennent nous dire que finalement, ça augmente leur chiffre d'affaires aussi. Ils y gagnent. Le catering, c'est fait par un restaurateur local, de Clel, avec des produits locaux. Tu sais que tu manges bien. Il y a une sorte d'esprit de famille qui s'en dégage et qui fait que ça te donne envie de revenir.
l'expérience chez l'habitant, et l'habitant qui vient, tous les habitants qui reçoivent des artistes viennent voir l'artiste en concert. Ça, c'est systématique. Ils pourraient ne pas le faire, mais ils viennent et il y a vraiment un lien qui se crée, même quand l'artiste vient qu'une nuit. Ça, c'est fou. Je sais que moi, souvent, il y a des artistes qui sont passés, qui sont arrivés, ils sont restés une nuit, mais parce que le matin, au réveil, au petit déjeuner, t'es toujours hyper bien accueilli. Parfois sur pareil, des confitures, avec du miel, des trucs comme ça. Donc pour créer ce festival, on a d'abord eu une adhésion vraiment très forte avec le village, vu que dès la première année, on a eu 100 bénévoles. Donc en fait, je pense qu'il y avait une vraie attente. À un moment donné, toutes les planètes se sont alignées. Évidemment, on ne montera jamais un projet comme ça dans l'espace public. L'espace public appartient à tout le monde, sans l'adhésion des gens. Avec Alain, on s'est toujours dit, on a ce cœur et autour, on va chercher d'abord le premier cercle, après le deuxième cercle, après le troisième cercle. On n'a pas fait un festival pour les pros, on a fait un festival pour les artistes de cirque, pour le cirque et pour le territoire. Et après, évidemment qu'on travaille avec tous les prestataires locaux pour tout ce qui est location de matériel, les prestataires locaux professionnels. On travaille avec des associations du village, on travaille avec l'APE du village. L'APE du village, ça fait 10 ans qu'ils font les crêpes pour le festival. Et que du coup, ils ont quand même une somme assez importante à la fin du festival qui sert aux enfants pour après, évidemment, sur l'année, les voyages et tout ça. On travaille aussi avec une association de danse du village. Au niveau de la buvette, on travaille vraiment avec aussi le vin, la cave coopérative. On travaille avec le jus de pomme local, la bière aussi locale. Et ça marche très très bien. Et en plus avec aussi un engagement d'entrée sur le développement durable. Tout de suite on a eu toilettes sèches, tout de suite on a eu les gobelets qui se recyclent. Voilà, et ça c'est quelque chose où on est très accompagné par le département parce qu'il s'est inscrit, le département de l'Ardèche est inscrit dans la transition écologique. Donc ça fait partie aussi de l'écriture de ce festival. Donc on est en partenariat avec d'autres structures culturelles sur le territoire. Donc il y a une SMAC, une scène de musique actuelle. C'est eux qui programment les concerts du soir. Voilà. On travaille aussi avec les Cordes en Balade, qui est une autre structure culturelle du territoire, qui programme les siestes. Il a un esprit très familial et en même temps c'est hyper professionnel. Donc arriver à conjuguer les deux, c'est un véritable tour de force. Parce quand on est sous les arbres avec tous ces petits kiosques pour manger, etc., puis ces grandes tables, ce long bar qui est super, qui est très agréable, on est dans une ambiance familiale. Les gens sont heureux d'être là. Il n'y a absolument rien d'élitiste ou oui, c'est un grand moment de plaisir et en même temps, on est tous subjugués par les performances des artistes qu'on voit évoluer, etc. Certains parleront de métier passion, d'autres de vocation. Tombés par hasard dans l'univers des festivals ou ayant suivi des études pour y arriver, les femmes et les hommes qui travaillent à l'organisation de ces festivals et à leur bon déroulement ont toutes et tous leur motivation à porter et à développer ces événements culturels. Et pourquoi pour le territoire, je pense sincèrement. Parce qu'ici, c'est chez moi et que envie de participer, de développer, de créer quelque chose ici, c'est plus qu'un défi personnel. Enfin, c'est une fierté qui sera là pour toute ma vie. Et on a réussi à faire quelque chose dans un endroit où il n'y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on voit il y a plein de petites initiatives qui se créent. Puis la fierté d'avoir embauché aussi des jeunes, enfin, ça c'est génialissime. Enfin, notamment des Forésiens qui sont partis à Lyon, Chambéry, Metz, faire leurs études dans le milieu de la culture et qui ont réussi à trouver un boulot dans le secteur qu'ils voulaient chez eux. Et ça, c'était fou. Personne ne pouvait imaginer ça il y a 10 ans parce qu'on a quelques acteurs culturels. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les seuls et loin de là. Hein. On a quand même un théâtre, on a un centre culturel qui font un super boulot sur le territoire. Mais c'est une opportunité de travailler dans un festival de musique actuelle chez toi. Enfin, ils ne pouvaient pas l'espérer. Et on a réussi à développer ça. Et nous, avec Mike, on le dit toujours, on a réussi notre vie. Hein. Franchement, on a réussi à faire ça, mais c'est génial, quoi. Faire vivre des prestataires à travers notre rêve de gosse. Enfin, c'était une aventure, on l'a créé, on la continue, on l'a fait durer.
toujours été un peu attaché à l'ouverture culturelle des personnes, des jeunes en particulier. Et c'est un élément qui me paraît important, enfin le festival, c'est un événement qui me paraît important sur le territoire. C'est aussi un moyen de s'ouvrir, de rencontrer du monde, d'échanger, de s'enrichir tout bêtement. Et puis il y a ce brassage avec les... Parce que comme je suis beaucoup investi, je peux manger avec les artistes, etc. Et du coup, les repas avec les artistes, c'est trop génial, quoi. C'est un temps où ils se posent, on peut discuter, les échanges sont très enrichissants, quoi. Mais je me suis aperçu qu'à la fin du festival, j'étais lessivé, mais très heureux. Et en une journée à dormir un peu beaucoup, on va dire. Et après, je me trouvais boosté en énergie, quoi. Ça donne une pêche pas possible, parce que là, c'est ouvert à toutes les familles. Donc il y a beaucoup d'enfants, il y a les familles. Et c'est détendu, c'est joyeux. Et dans le monde actuel où il y a tellement de tensions, de haine qui se répandent partout, là, c'est merveilleux, quoi. On aimerait que ça dure toujours, quoi. Sachant que la première année, j'ai pas fait grand-chose, mais les 2 dernières années, j'étais dans l'équipe technique. Et donc c'était super intéressant pour moi parce que comme je veux faire ingénieur du son, ça m'a permis de découvrir le milieu, puis le métier, et de discuter avec plein de gens aussi. Sachant que je suis arrivée, j'avais aucune connaissance, quoi, et puis ils ont accepté de me prendre dans l'équipe technique alors que, en vrai, j'étais un peu dans leurs pattes, voilà, j'étais pas d'une grande aide, quoi, mais c'est vrai que je pense que ça, c'est pas possible dans n'importe quel autre festival. Parce que c'est sur mon territoire, sur ma commune. Je trouvais normal que en habitant Alba, on s'implique dans un événement qui se crée sur le territoire de la commune et qui va amener du monde, qui amène de la culture, du plaisir. Donc oui, moi ça me semblait essentiel de participer. Donc c'est le plaisir des rencontres. Je dirais pas que ce festival est un service public, mais c'est presque ça. Donc être au service, au service des autres, d'un grand moment de plaisir, des rencontres, et puis des belles soirées avec aussi les compagnies, les gens des métiers du spectacle, parce qu'on les rencontre aussi. Et puis on fait des rencontres avec des gens du village aussi qu'on ne voyait pas ou peu, le public se mélange. Donc c'est tout ça qui est intéressant et qui est passionnant aussi. Cette année, ni la motivation des personnes impliquées, ni les heures de travail et les nombreuses discussions n'empêcheront qu'un grand nombre de ces festivals doivent annoncer leur annulation. Quels ont été les arguments pour et contre? Quand et comment se sont prises ces décisions? Alors la décision d'annuler, elle a été compliquée parce qu'il y avait deux courants dans l'équipe, c'est-à-dire certains qui voulaient maintenir, certains qui voulaient annuler, avec des arguments valables de chaque côté évidemment. On a essayé de tenir jusqu'à fin juin pour voir dans quel sens ça évolue. Et puis, on a pris la décision de ne pas maintenir. J'ai participé à la prise de décision pour l'annulation. J'ai fait partie des gens qui ont décidé d'annuler. Alors déjà, au tout départ de la crise, début mars, même jusqu'au 25 mars, on va dire, donc après l'annonce du confinement, moi j'ai été claire. J'ai été hyper rassurante envers toute l'équipe et mon discours il était très clair en disant c'est la merde, mais globalement, si nous, Forestival, au mois d'août, on doit annuler, ça sera tellement la merde au niveau national et international que ce ne sera pas la pire chose qui puisse arriver. Honnêtement, on n'y croyait pas. Mais comme tout le monde, c'est arrivé très très vite, on ne savait pas vraiment où on mettait les pieds. On ne s'est pas rendu compte de tout ça. Puis c'est vrai que ça a créé un vrai moment de sidération.
D'un coup, on ne peut plus aller bosser, d'un coup, faut être confiné chez soi, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on en a beaucoup parlé, c'est vrai que ce confinement a vraiment permis de nous rapprocher tous ensemble, que ce soit de l'équipe, puis on a beaucoup travaillé aussi à conserver le lien avec les organisateurs. Parce que, encore une fois, l'humain, c'est ce qui fait la base du projet, et il fallait qu'on continue de se parler et d'échanger ensemble. Donc merci Internet, merci Zoom, merci qui tu veux, mais ça nous a permis de beaucoup échanger. On a senti que la situation devenait de plus en plus compliquée début avril. Et là, on a dit on a jusqu'au 25 mai. Nous, jusqu'au 25 mai, on peut lancer le festival si on a le feu vert au 25 mai. Ça, c'était le sentiment de début avril. Et puis au 10-15 avril, on s'est dit en fait non, quoi. Ça va pas être possible. En fait, la situation qui nous semblait... on espérait que ça dure 15 jours, 1 mois, 2 mois. Personne n'imaginait ça, je pense, au mois de mars. On s'est rendu compte au bout d'1 mois qu'en fait, non. C'était très dur. C'était très dur. C'était une succession de réunions par Skype, du coup. On se faisait 2 réunions par semaine. Moi, j'ai passé mon temps à appeler pas mal de festivals. On a plein de festivals copains autour. Et on s'est beaucoup appelé pour savoir se jauger, quoi. Qu'est-ce que tu fais, où t'en es. Surtout les festivals qui sont sur le même modèle que nous, c'est-à-dire que des bénévoles. Et nous, on a quand même pas mal de bénévoles âgés. Et donc, c'était vraiment au cœur de l'épidémie. Et voilà, on a beaucoup réfléchi, on a cherché avant d'annuler, ça a été un entonnoir en fait. Avant d'aller à l'annulation, on a commencé à diminuer les propositions, à se dire ok, on fera pas les propositions fermées, les propositions du soir fermées dans les salles qui est la plus grosse jauge à 400-500. On fera que les jardins parce qu'on fait beaucoup de concerts chez les jardins d'habitants et des balades et des trucs comme ça. Donc on a commencé à faire l'entonnoir. Il y avait plus ça allait, plus l'épidémie gagnait du terrain et devenait infernale. Du coup, nous, on savait pas à quelle sauce on allait être mangé, et il était plus sage à un moment de décider d'annuler plutôt que d'engager des frais qui nous perdraient. Oui, alors l'annulation du festival, elle s'est faite, je dirais, par étapes. Donc évidemment, comme la France entière, le 17 mars, on s'est tous confinés, on a fermé cette maison. Et donc on ferme la cascade, mais nous, dans notre esprit, on n'était pas encore, on annule le festival. On était le 17 mars et on se disait, on va aller, on était déjà dans la communication, les visuels avaient été créés. Après, ça s'est fait, je dirais, heureusement en douceur, parce que je pense qu'on aurait tout pris les premiers jours. Ça aurait été encore plus dur. Parce que déjà, il fallait accepter petit à petit tout ça et se dire, mais on est des programmateurs et là, on va devenir des déprogrammateurs. C'est quand même quel drôle de métier. Et on est allé on s'est dit, on va quand même, on compose le programme et on va jusqu'à la veille de l'impression. On va jusque-là, en se disant, on a peut-être une chance. Et puis après, il y a eu la deuxième annonce de notre président, où là, on a fait, qui a dit jusqu'à mi-juillet, il n'y aura pas d'événement. Et à partir du moment où on a vu que le festival d'Avignon s'annulait, au bout d'un moment, on ne pouvait pas tenir, quoi. On n'allait pas pouvoir tenir. Et avec autant d'incertitudes, et on pouvait de toute manière pas faire un festival à moitié. On n'était pas en capacité de faire un festival qu'on aurait pu appeler Covid. Évidemment, les gestes barrières, la situation sanitaire, etc., elle nous empêche un peu de travailler comme on voudrait, puisque l'idée de détour, c'est effectivement de se rassembler, d'être ensemble, etc., ce qui n'est pas tellement compatible. Donc c'était effectivement une première raison qui nous a poussé à annuler. Pour moi, c'était difficile de savoir où on allait et que j'avais pas du tout envie... en fait, à un moment, on m'a dit « Tu te vois, toi, Clémence, charger des bénévoles, faire une équipe de gens qui vont fliquer le public sur les distanciations sociales et savoir s'ils ont leur masque ?» Et ça a été assez décisif pour moi, j'avais pas du tout envie de faire ça.
Enfin, en gros, on ne veut pas faire un truc Covid compatible parce que c'est en dehors de toutes les valeurs qu'on défend, de se retrouver tous ensemble, de faire la fête en fin d'été, un truc de lien social aussi, où toute la population du coin, pas toute, mais une grosse partie assez variée se retrouve. Et du coup, avec toutes ces normes, on n'avait pas du tout envie de faire ça. Après, on s'est posé beaucoup la question de est-ce qu'on fait une forme plus petite, est-ce qu'il faut tout arrêter, la fameuse question de est-ce qu'il vaut mieux faire un festival Covid compatible ou est-ce qu'il vaut mieux pas faire de festival du tout. Il faut être honnête, hein, un festival, on est incompatible avec une pandémie. Enfin, on nous parle de mesures de distanciation sociale, mais nous, on a un outil du rapprochement social. Donc, on peut le tordre dans tous les sens. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un festival où les gens ils ont des masques, où ils ne peuvent pas se toucher, où ils ne peuvent pas profiter, danser, vivre, en fait. C'est pas pour ça qu'on fait ce boulot-là. Nous, on fait ce boulot-là pour que les gens se rencontrent et qu'ils se fassent des câlins. Enfin, globalement, c'est ça notre boulot, c'est ça notre vie, c'est ce qui nous anime. Mais nous, on ne veut pas aller là-dedans. Enfin, on veut faire quelque chose qui ait du sens. Et pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait de la rencontre. Et clairement, ce n'est pas compatible avec une pandémie. Il y a d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il y a des gros festivals comme Chalon dans la rue, comme les Beaux Bagages au Creusot, qui ont eux aussi subi la crise du Covid, mais qui ont décidé de déplacer leurs événements sur le week-end de détour. Donc pour nous, ça fait quand même aussi... ça a un impact fort, ça a un impact en termes de programmation, parce que certaines compagnies qui pouvaient être programmées chez nous, ils ont été programmées aussi à Chalon, et que du coup, un artiste, il a plus intérêt à aller à Chalon qu'à Détour en termes de tournée. On sait que là, les intermittents, ils vont devoir quand même aussi vendre leur spectacle, etc., que c'est compliqué. Et puis, en termes aussi de nous, notre économie, elle est aussi beaucoup basée sur des échanges de services, des gens qui nous prêtent du matériel parce qu'il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là ou qui nous font des tarifs très préférentiels, etc. Là, cette année, ça n'aurait pas été possible, quoi. Donc, c'est ce qui nous a poussé à annuler. Et en même temps, ça nous pose question par rapport à la survie des petits festivals. C'est-à-dire que ce type de mesure, elle a un énorme impact sur des petites structures. Puis il y a aussi des contraintes budgétaires. À un moment donné, il ne faut pas l'oublier. Porter une structure comme celle-là, aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de budget, le Forestival. C'est des salariés, c'est des gens qui en vivent, c'est des prestataires qu'on doit payer derrière. Et moi, jamais je prendrais le risque d'organiser quelque chose si je sais que je risque de ne pas pouvoir payer nos prestataires. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Forestival, 15 ans, 0 dette, on y tient, quoi. Il y a des gens qui s'engagent à nos côtés, qui nous font confiance. C'est pas pour les trahir là-dessus. Alors la décision d'annulation du festival 2020, elle s'est prise en avril, en pleine période de Covid, quand c'était le moment aussi de signer les contrats avec les artistes. C'est-à-dire qu'on engageait, à un moment, on pouvait engager des sommes d'argent pour un festival qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu. Après cette annulation, s'en est suivi un moment de grande panique pour les artistes et les intermittents. D'abandon, quoi. Avant qu'il y ait cette histoire d'année blanche, il y avait quand même un grand abandon des artistes qui allaient perdre leur statut. Moi, j'ai parlé à plein de copains artistes qui, en avril, au cœur de l'épidémie, commençaient à aller voir des fermiers ou des viticulteurs pour aller faire les vendanges, pour aller faire les champs, parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas leur année, quoi, leur intermittence. Et donc, il fallait qu'ils fassent rentrer de l'argent. Parce qu'on rentrait vraiment sur une grosse annulation qui allait de juin à septembre, c'est-à-dire à l'endroit où la majorité des artistes et des techniciens font leurs heures. Et le moment des grosses tournées, quoi. Et donc nous, la première réflexion qu'on a eue après, c'était pas de refaire un festival, c'était comment on va pouvoir aider les artistes. Donc on a cherché à savoir si on pouvait faire le chômage partiel, etc. Donc, ça s'est fait, l'annulation s'est fait, je dirais, petit à petit,
mais c'est vrai que il nous a fallu longtemps pour le digérer, quoi. Ça a quand même été au niveau de l'équipe, ça a été... Ouais, il a fallu l'encaisser, il a vraiment fallu être solidaire. Heureusement, on est une super équipe à la Cascade, on s'entend très bien, on est très proches, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il a vraiment fallu cette solidarité pour tenir, quoi. Même si les autorités nous ont quand même laissé dans un flou assez merveilleux pendant très longtemps, quand même. D'ailleurs, nous, on a pris la décision d'annoncer l'annulation avant que le gouvernement interdise les manifestations de moins de 5000 personnes jusqu'à fin août. Parce qu'on en avait marre d'être dans cette espèce de flou, dans cette espèce de moment où on avait vraiment l'impression de ne pas être considéré, très clairement. Pas être considéré, et c'était très douloureux parce que, oui, on a un rôle qui est quand même très conséquent sur nos territoires, on a un rôle globalement sur l'économie nationale qui est loin d'être anodin. Le monde culturel, c'est sûr que le public, il ne le voit pas, mais c'est des kilotonnes de personnes qui travaillent derrière en back-office, c'est une chaîne culturelle, c'est la chaîne du secteur culturel, elle est énormissime, et il y a un maillon qui se casse la gueule, c'est tout qui tombe. Les intermittents, on leur a fait miroiter quelque chose pour un décret qui est sorti avant-hier quand même. C'est assez fou, depuis le mois de mars, il doit sortir ce décret, il est sorti avant-hier, 6 mois après. 6 mois, on a laissé des gens dans le flou sans savoir s'ils seraient payés au mois d'octobre alors qu'ils n'ont même pas la capacité de bosser. Et ça, c'est assez barge, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche actuellement, c'est le flou dans lequel on est. Moi, j'aimerais pouvoir entendre dire « Désolé les gars, vous n'allez rien faire pendant 2 ans. On n'est pas débiles, on est capable de le comprendre. On le sait que c'est pas possible de travailler dans certaines conditions. Mais nous dire « Peut-être que dans 15 jours, vous allez pouvoir faire. Non, pas dans 15 jours, dans 1 mois. » C'est pour ça que quand les injonctions du ministère étaient très bizarres, parce que quand tu portes un événement, quand ils nous disaient « Oui, mais en 1 semaine, vous pourrez refaire des trucs et tout. » Quand tu portes un truc, parce qu'on le porte vraiment toute l'année, ce festival, en bénévole. Et surtout, au-delà de l'épidémie, plus les injonctions étaient contradictoires. Venant de l'État et du ministère de la Culture, on ne comprenait rien, quoi. Eux-mêmes ne comprenant rien, y étant incapables. C'est ça qui est extrêmement dur à vivre. Et c'est aussi ce qui est dur pour nous de voir l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, travailler sur du développement de projets, alors qu'on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment, c'est compliqué. Et je souhaite à personne de bosser dans ces conditions-là, même si globalement on a bien conscience que le monde entier est en train de souffrir et que ça va être simple pour personne. Mais j'espère que c'est qu'un an en fait, parce que globalement là, l'optimisme c'est pas ce qui prime pour l'instant dans le secteur, quoi. Et on espère que c'est qu'un an et qu'on pourra être là l'année prochaine, parce que le territoire a besoin de nous, on a besoin du territoire. Je pense que les gens ont aussi besoin de fêtes et de moments festifs. Je dirais, la réflexion, la discussion nous dit, mais bon, c'est dommage de ne rien faire durant cette période d'août. Et les choses ont avancé en disant, bon, on va faire quelque chose de plus léger, tout en extérieur. Donc ça voulait dire pas de spectacle le soir, parce que souvent le soir, c'est plus compliqué, parce qu'il faut de la lumière. Plus réduit en technique, c'est-à-dire en matériel, son, lumière, avec un budget beaucoup plus petit, réduit aussi. Et bon, ça a été assez long et c'est vraiment début juin qu'on s'est dit, bon, allez, on fait quelque chose. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos politiques souhaitaient aussi que le territoire vive pendant quand même la période estivale. Donc ça s'est décidé, on va dire, fin mai, tout début juin, de faire quand même quelque chose. Et c'est depuis début juin qu'on est vraiment sur le tas, sur devant, en train de travailler pour préparer cet événement qui, je l'espère, sera une réussite. On s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, quelques trucs. On peut pas refaire la programmation exacte qu'on a faite, mais on va la faire sur 2 jours. Donc on a repris, pas toute la programmation, parce que normalement on est sur 6 jours du matin au soir, mais sur 2 jours. Et après on s'est dit, ouais, mais il faut qu'on fasse autre chose. Donc ici on faisait une résidence sur la semaine, donc il y a la résidence du
groupe qui s'appelle Novembre à l'usine. Et après, on a parlé avec Sébastien, on s'est dit, ouais, mais ce serait bien qu'on fasse du off aussi, d'autres propositions qu'on relie plus aux associations locales. Et finalement, le truc a grossi. Et ça n'a pas été simple, hein. Ça, c'est pas, là, je résume vraiment, mais on a traversé quelque chose de difficile. Et à partir du moment où on a réamorcé la machine, ça a été encore plus difficile presque. Et jusqu'à ce lundi où ça a commencé, c'était bourré d'incertitudes. Et en plus, en apprenant que l'épidémie reprenait, ça a encore renforcé les inquiétudes. Mais voilà, une fois qu'on est lancé dedans, ça se passe super bien là. Et voilà, pour l'instant, on le vit bien, en tout cas. À partir du moment où nous, on s'est dit, on a envie de faire quelque chose, on s'est dit, mais est-ce que les mains soient hors CA, parce que le CA disait, ok, on y va, on s'est dit, mais est-ce que les mains soient ont envie qu'on vienne parce qu'à partir du moment où tu accueilles des artistes, tu accueilles des personnes exogènes qui ne sont pas du village, et on est encore dans une période de propagation du virus, donc tu fais venir des gens qui viennent d'ailleurs, donc ils peuvent potentiellement ramener le virus. Donc on s'est dit, est-ce que le village a envie de ça, quoi. Et il y a eu un changement de mairie qui a été extrêmement bénéfique. Et là, on a compris très vite que non seulement ils nous accepteraient, mais surtout qu'ils en avaient envie. Les impacts de ces annulations sont nombreux et variés, mais ils ne sont pas encore tous visibles. Cet été 2020, ces conséquences s'observent sur la vie économique et sociale des territoires, ainsi que sur le quotidien de nombreuses personnes. Un grand vide a été laissé par ces annulations, tant les équipes et les festivaliers sont attachés à ces événements. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que ça impacte déjà les associations qui devaient travailler avec nous cette année, ils n'auront pas, par exemple, d'un point de vue purement financier, ils n'auront pas cette rentrée d'argent qui devait être la leur cette année. Et puis je pense que ça impacte les gens dans la mesure où c'est vraiment un rendez-vous qu'ils ont pris en fin d'été et qu'ils avaient vraiment envie que ça se fasse. Je pense qu'on peut dire ça parce qu'il y a... On voit évidemment pas tout le monde, etc. Mais dans Tournu, quand on en discute avec les gens, ils ont l'air vraiment extrêmement déçus. Et d'ailleurs, ils soutiennent pas tous l'idée d'avoir arrêté, d'avoir décidé de pas maintenir des tours. Du coup, on n'a pas de gros projet avec l'association de la Madeleine cette année, parce que c'était vraiment la grosse partie, donc on n'avait rien prévu d'autre. De toute façon, on ne peut plus vraiment faire d'événements sociaux avec beaucoup de personnes. Mais oui, c'était un peu le gros projet de l'été. Oui, du coup, on ressent qu'il y a un relâchement entre guillemets du groupe parce qu'on n'a plus rien à faire ensemble cet été. Et je sais pas si c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais finalement, ça laisse aussi... il y a eu forcément cette déception de l'annulation, en même temps qu'on est obligé et qu'on arrive à l'accepter. Je trouve que ça laisse quand même une belle respiration à d'autres choses qui se passent dans le coin, qui n'ont pas forcément autant de lumière parce que y a d'autres choses plus grosses qui se passent et qui sont implantées depuis des années. Et il y a peut-être des petits festivals auxquels les gens n'allaient pas avant qui vont commencer à grossir un peu parce qu'ils auront plus de visibilité maintenant. Normalement, on fait 2-3 concerts dans l'été déjà, mais des gros concerts, si on peut bloquer la rue. Donc il y a 300-400 personnes, quoi. Et cette année, on ne peut faire que des concerts à 80 personnes maximum, quoi. Donc on a un impact forcément financier, et puis un impact aussi sur la clientèle, qui ne va pas venir forcément aux soirées juste apéritif, on va dire. Qu'ils viendront plus s'il y a un concert, s'il y a une activité musicale, que rien, quoi, en fait. Ça ramène en dehors que nos habitués, que les gens habituels. Il y a des gens en fait qui vont découvrir le bar grâce à ce genre d'événement. Et cette année, on va faire un peu moins de publicité comme ça, quoi, en fait. Nous, on arrive à rattraper des gens grâce au concert. Ils disent mais votre bar il est sympa, et qui vont revenir, en fait. Et là, on les a pas ceux-là, quoi. Là, on a vraiment que les gens habituels. Les soirs, c'est que les gens qu'on connaît, quoi. Alors que quand même le détour à Tournu, c'est devenu quasiment,
Un rendez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous pour tout le monde l'attend en fait, ici le détour, et là cette année on l'aura pas, et franchement moi j'entends au bar beaucoup de gens en parler, surtout des gens on va dire entre 20 et 40 ans, que ça leur manque quoi, ça les embête qu'il n'y ait pas ça cette année quoi. Parce qu'ils se disent bon on va faire quoi, on se retrouverait tous les ans d'habitude, ça vraiment on l'entend énormément quoi. C'est un événement que j'aurais préféré voir se faire, mais ça me fait plus peur pour l'avenir en fait de voir que je trouve que finalement toute cette solidarité qu'on aurait pu espérer là, le monde d'après, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, je suis pas tellement sûre que ça marche, et d'ailleurs pas forcément non plus dans les milieux culturels qui sont normalement des milieux plutôt sensibilisés à ça, etc. En fait, on se retrouve dans une concurrence avec des gens qui sont normalement nos copains. Donc ça. Et puis qu'est-ce que ça me fait ? Je suis pas trop inquiète pour la structure, c'est déjà pas mal. J'ai pas peur que le Galpone s'effondre. Donc je me dis l'an prochain il y aura de nouveaux détours, etc. J'imagine qu'il y a des gens, l'annulation de leur festival, c'est aussi une grosse angoisse pour la structure. Nous, comme on n'avait pas encore engagé trop de frais et que, on va s'en sortir, quoi. Mais c'est plutôt, ça me fait vraiment réfléchir à comment travailler vraiment ensemble toutes ces petites structures là pour pouvoir survivre entre guillemets. Et puis ça m'embête aussi de voir à quel point les gens ils avaient envie de ça et que nous on leur donne pas. Moi je me suis dit tiens un premier été sans détour en 10 ans, qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir prendre des vacances. Et ça m'a d'abord fait ça. Après je suis quand même un peu triste parce que c'est quand même 10 ans de rendez-vous chaque année, c'est quand même un peu particulier de pas le faire. On va arriver, normalement on arrive au mois de septembre un peu la tête dans les étoiles, tout fatigué, en se disant bon ça y est, détour de cette année est fini, on recommence l'année. Et en fait là ça va être, il va falloir trouver un autre moyen de faire une transition. Moi j'avais organisé mon été en fonction de Chalon dans la rue, Détour au Tourne-Joie, et puis un autre festival aussi de jazz. Mais du coup, voilà. Ouais, j'étais dégoûtée. En plus, jusqu'au dernier moment, c'était pas trop sûr, on savait pas trop. Patrick, il savait pas trop. Puis un jour, il m'a dit « Bon, Nina, je suis désolée, mais Détour, ça aura pas lieu. » Alors, il y a des impacts, oui, évidemment. Alors, on a des prestataires qui vont certainement pas s'en relever. Alors, pas du fait qu'il n'ait pas le Forestival, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation actuelle où ce n'est pas qu'un festival qui n'est pas là, c'est tout un monde qui est au ralenti, c'est tout un secteur, le secteur culturel de l'événementiel, il est catastrophique. Notre prestataire technique, qui nous a vu grandir, moi, les premiers concerts que j'ai fait avec eux, j'avais 14 ans, donc c'est plus que des gens de la famille maintenant. C'est des gens qui sont à l'arrêt depuis 6 mois et qui ne savent pas quand ils vont pouvoir refaire quelque chose. Donc il va y avoir des répercussions qui vont être énormes. Et moi j'ai été assez claire avec eux, comptez sur nous. Le jour où on aura le droit de faire quelque chose, on le fera. Nous on répondra présent, mais aussi pour eux. Parce qu'ils nous accompagnent depuis les débuts, ils sont dans une galère monstre, finie. Après, le Forêt va survivre sans Forestival cette année. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais ça va manquer. Alors oui, économiquement, il y a des répercussions qui vont être présentes et qui ne seront pas dues qu'à nous, qui seront dues à un flou artistique dans le monde entier. Mais ça va être aussi un manque culturel. La culture, elle est aussi là pour offrir, et le Forestival surtout, pour offrir un petit week-end hors du temps, un week-end où on se retrouve finalement, où c'est plein de personnes très différentes, mais qui se retrouvent au même endroit, au même moment, pour vivre les mêmes choses dans un climat de bienveillance qui est assez dingue. Ce moment de bienveillance, et la culture, elle sert à ça, elle sert à réunir des gens, elle sert à ce que des gens puissent se rencontrer, à échanger, à partager, et à être émerveillés ou déçus par des choses, et pouvoir échanger autour de tout ça. Et nous, on se battra pour que le Forestival puisse réavoir lieu, parce qu'on pense qu'on a une vraie importance sur un territoire comme le nôtre, mais on se battra aussi pour que la culture puisse continuer
tout le temps, partout. La culture, elle doit être impertinente, elle doit être portée par tous. Il y a plein de petits acteurs qui ont moins les épaules solides que nous, qui demain vont peut-être pas pouvoir être là. Et ben nous, j'espère qu'on aura cette solidité-là pour pouvoir les aider, pour pouvoir être présents et les accompagner et faire en sorte qu'on puisse continuer à faire vivre nos territoires, surtout nos territoires ruraux qui n'ont pas d'équipement. Donc ils ont besoin de ces initiatives associatives, ces initiatives citoyennes, ces initiatives privées, qui font vivre le monde autrement que par la consommation et le rythme du métro boulot dodo, quoi. Enfin, sans métro, hein, parce que même le train c'est compliqué chez nous, donc mais voilà, c'est dans ce sens-là que le rôle de la culture a quand même un vrai sens, surtout en territoire rural. Plus habitante d'Alba, j'ai bien senti au niveau du village comme ça a été dur pour tout le monde. Parce qu'on a fait, tout le monde nous renvoyait, mais c'est juste pas possible d'imaginer quand il n'y aura pas ce moment-là, parce que ça y est, ça va aller faire la 12e année. Donc même si on ne va pas au spectacle, c'est un endroit où on vient au Festival d'Alba. On vient manger une glace, on vient boire un coup, on vient se retrouver. Et donc on s'est rendu compte du manque de ces endroits-là de rencontre. Hein. Et puis là, à la fin de l'été arrivant, on voit bien tous les gens qui disent mais moi cet été c'est rien à voir, c'est un été pas du tout comme d'habitude. Il y a des gens encore la semaine dernière qui m'ont dit mais moi au bout d'un moment je me suis vraiment ennuyée, j'ai pas pu aller au concert, j'ai pas pu aller au Festival d'Alba, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, et du coup finalement il reste les vacances, mais les vacances sans culture, sans lieu de rencontre, c'est pas ça n'a pas la même saveur. Et ces endroits-là où la culture fait ses propositions de festivals, de concerts, de spectacles dans l'espace public, tout ça, ça a quand même énormément manqué, ne serait-ce que pour rêver, sortir des écrans. On sortait, tout le monde avait quand même été gavé d'écrans. Je me suis dit, je me trouve... Enfin, déjà, avec le confinement, on s'est retrouvés, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Et puis, du coup, on se retrouvait devant un grand vide, de pas avoir parce que les festivals, ils se sont annulés un petit peu à la dernière minute, sachant pas si ça serait possible ou pas. Et du coup, effectivement, il y avait un grand vide, quoi. Et puis, justement, cet effet booster d'énergie n'était pas là, quoi. Donc, il a fallu... Enfin, j'ai trouvé d'autres choses, sans aucun souci. Hein. Mais franchement, ça m'a beaucoup manqué, quoi. Et quand on parle avec les gens du village qui sont bénévoles ou pas, c'est vraiment un vide depuis le temps que cet événement est présent. C'est un vide, c'est comme un espace-temps, un espèce de trou qu'il y a eu là pendant le mois de juillet. Personnellement, professionnellement, c'est la première fois de ma vie que je prends un mur où on est obligé de dire non, on ne va pas pouvoir le faire. D'habitude, on arrive toujours à trouver d'autres chemins. Et là, c'était vraiment le coup près. Moi, je sais que personnellement, ça a été compliqué de dire là, on peut c'est pas possible. Il faut nous questionner, alors c'est quoi le positif du confinement ? Moi, je n'ai pas vu beaucoup de positifs du confinement. Voilà. Mais bon, après, on tire toujours des leçons aussi de ces moments-là. Et puis voilà, c'était un moment complètement inédit dont on se rappellera de toute notre vie, qui nous a permis de se dire qu'on est, même si dans notre milieu, on peut réagir vite, être très réactif, ça nous a permis d'être encore plus, de se dire c'est un peu au jour le jour, du jour au lendemain. Là, on n'est pas à l'abri de refermer la cascade dans 8 jours, si d'un coup on a à nouveau 1 ou 2 cas de Covid. Ils étaient tristes de l'annulation, ils étaient tristes parce que beaucoup ont dit là, il ne va rien se passer pendant l'été. Et quand on leur a annoncé qu'on faisait quelque chose de plus réduit, qui s'appelle alors mince, pas mince alors, je crois que ça a fait plaisir à beaucoup de gens de voir qu'on était quand même là et qu'on allait quand même proposer quelque chose pendant ces quelques jours là, d'août. Et je crois qu'on nous remercie. Bon, après, il y a des gens qui étaient très heureux qu'il n'y ait pas de masse alors parce qu'on se retrouvait peut-être
plus entre soi, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais je crois que la majorité de la population trouve que c'est bien qu'il y ait quelque chose, un événement quand même qui perdure. C'est un bébé qu'on perd, parce que c'est toujours triste de dire on a un événement qui chaque année attire du monde, qui chaque année est apprécié, et qui là, cette année, on se décide de ne pas le faire. Et surtout que c'était la période où tous les festivals s'annulaient les uns à la suite des autres. Et on se dit, on est comme tout le monde. Le problème fait que la culture va être fortement impactée par ce virus. Et dans la culture, on est très attaché aussi aux artistes, aux techniciens, donc je dirais tous les intermittents du spectacle qui sont dans la mouise, qui n'ont plus de travail, qui n'ont pratiquement plus rien, donc qui se retrouvent au chômage, Et oui, c'est ce que je disais, c'est triste, je sais pas, c'est une tristesse d'annoncer une annulation de la festival. Quand on est attaché à ça et aussi à toutes les relations qu'on a avec les artistes, avec les bénévoles, avec la population. Il est encore tôt pour rendre compte de toutes les conséquences qu'auront les annulations des festivals de l'été 2020. Ces témoignages donnent un aperçu de la crise sans précédent que traverse le secteur du spectacle vivant. Les équipes organisatrices, les bénévoles et les territoires vont-ils devoir se réinventer et repenser le format festival ? À quoi ressemblera l'été 2021 ?